La politique étrangère congolaise à l'épreuve de la géopolitisation de la région du Grand Lac africain. C'est le titre de la thèse soutenue publiquement par le chef des travaux, José Kalumiré, de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'Université pédagogique nationale. La plus grande distinction, c'est la mention obtenue par le candidat au cours de la cérémonie qui a eu lieu le samedi dernier. Georges Nzilumbi et Christian Chipamba pour le reportage. Professeur ordinaire Anastasie Masanga Makota, rectrice de l'Université pédagogique nationale, représentée par mon professeur Roger Kasereka Manawale, secrétaire général académique de l'Université pédagogique nationale. Déclarons ouverte la séance de la soutenance publique de la thèse de doctorat de M. Kalumiré Zihariwa José. Thèse intitulée Intégration régionale en Afrique. La politique étrangère congolaise à l'épreuve de la géopolitisation de la région des Grands Lacs africains. L'événement du jour et détenteur des certificats d'études primaires à l'Institut Boulenga. Il est diplômé d'État en 1991 à l'Institut de Kisantou à Kisantou, Homo Central. Il est licencié en sciences sociales, administratives et politiques, relations internationales en 2002. Et depuis 2014, il est auditeur du 3e cycle, doctorant en relations internationales, option politique internationale à l'Université pédagogique nationale. Il a une carrière professionnelle très riche, plusieurs fois conseiller dans les ministères et dans des cabinets, des entreprises. Je ne souhaite pas vous les énumérer, sinon il a une expertise dans cette matière. Aujourd'hui, il est chef de travaux à la faculté des sciences politiques et administratives. Il est marié et père de 6 enfants. En soutenant publiquement sa thèse de doctorat portant sur l'intégration régionale en Afrique, la politique étrangère congolaise à l'épreuve de la géopolitisation de la région des Grands Lacs africains, le chef des travaux, José Kalumiré, a souligné que cette étude se veut un instrument interventionniste qui vise la recherche de solutions à la consolidation de la CGPL, à la consolidation de la CPGL en vue de promouvoir la paix, la sécurité, la démocratie et le développement durable des et dans la sous-région des Grands Lacs. En évaluant le retard pris par la sous-région des Grands Lacs par le biais de ses animateurs politiques dans les échanges économiques, financiers, mondiaux en général et dans l'appréhension de la corrélation entre le problème rencontré par la CPGL et la souveraineté des États auxquels la République démocratique du Congo fait partie intégrante, le récipiendaire a précisé que la nouvelle configuration de la région des Grands Lacs oblige la RDC à recourir à la rationalité stratégique saisie à travers la consolidation de l'organisation de l'espace public national et l'anticipation de la circulation des événements. L'effort à déployer consisterait à construire les frontières internationales. Les frontières congolaises, a-t-il poursuivi, sont malheureusement restées de simples tracés impuissants et incapables d'articuler la nation congolaise aux autres nations. D'où l'idée des frontières-barrières, frontières-forteresses, pour barrer désormais la route à toute nouvelle forme d'agression et ainsi filtrer toutes les entrées et sorties du territoire national. Notre sujet sous étude s'intitule Intégration régionale africaine, la politique étrangère congolaise à l'épreuve de la géopolitisation de la région des Grands Lacs africains.
En effet, l'étendue territoriale sur laquelle s'exerce le pouvoir en République démocratique du Congo est de 2 345 410 km² et place ce pays au deuxième rang africain derrière l'Algérie qui a 2 381 741 km². On peut donc comparer l'étendue du pays à celle de certains États euro-américains, comme on ne cesse de l'apprendre aux élèves. 80 fois plus grand que la Belgique, 4 fois plus grand que la France, un quart de la dimension des États-Unis d'Amérique, mais aussi 94 fois plus grand que le Rwanda. Cette posture géographique, en plus de ses nombreuses ressources naturelles, devait faire de la République démocratique du Congo une puissance régionale autour de laquelle devait se construire un grand projet de l'unité de la région des Grands Lacs. Un pivot du décollage de l'Afrique tout entière, comme le disait François Fanon, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en RDC. Le Congo partage ses frontières avec 9 pays voisins et près de 9000 km de frontières terrestres, dont les lignes qui servent à la délimitation territoriale présentent plusieurs caractéristiques qui permettent à l'État de jouir pleinement sa souveraineté ou au contraire d'être constamment contesté par les voisins et mettre ainsi tous les projets en péril. En fait, pour la région des Grands Lacs, il se pose au préalable la question de l'existence même d'une région définissable par les intérêts géopolitiques et géostratégiques communs. C'est dans ces contextes que dans le cadre de cette étude, nous nous sommes posé la question principale de savoir si le nombre très réduit des États membres de la communauté économique des pays des Grands Lacs peut-il constituer un obstacle au processus d'intégration et de développement de la région. À cette question s'ajoutent 3 autres questions supplémentaires, notamment quelles sont les dynamiques des conflits à la base d'instabilité politique des pays de l'Afrique centrale en général et des Grands Lacs en particulier, et comment y remédier. Quel est l'intérêt géopolitique de la République démocratique du Congo dans la régéopolitisation de l'Afrique des Grands Lacs dans un processus d'intégration? Et enfin, quelle diplomatie congolaise pour relever le défi de la paix, la sécurité et le développement de la sous-région dans le processus de régéopolitisation de l'espace Grand Lac africain? Comme hypothèse, à la question principale de notre étude, nous avons émis l'hypothèse selon laquelle les ambitions affichées par l'un des voisins de la RDC, en l'occurrence le Rwanda, de consolider sa stabilité sécuritaire et économique par la déstabilisation de la RDC, pousserait ces derniers à violer constamment la souveraineté territoriale de son voisin, soit pour piller ses ressources naturelles, soit encore pour désengorger ces territoires sous-peuplés, ce qui influerait très négativement sur le processus d'intégration de la RDC dans la région des Grands Lacs. Loin d'être une organisation d'intégration, la CEPGL dans sa configuration, avec 3 États membres, était considérée comme un lieu de retrouvailles de leurs dirigeants qui, du reste, étaient tous des grands amis et des vendeurs difficiles de maîtriser, en dépit des mouvements politico-militaires qui observaient depuis 1994. C'est ainsi d'ailleurs qu'après la mort du président Juvenal Habyarimana du Rwanda, ami du président Zaïwa Mobutu, la cohabitation était devenue difficile avec les nouveaux régimes du Rwanda et entraînait de ce fait la descente aux enfers de la communauté économique du pays. Deuxièmement,
la fragilité des frontières entre les États et l'instabilité des régimes politiques dans presque tous les États de la sous-région des Grands Lacs constituerait un obstacle majeur à l'intégration sous-régionale dans cette partie de l'Afrique centrale. Le génocide rwandais, occasionné par le double assassinat des présidents rwandais Juvenal Habyarimana et burundais Cyprien Taryamira, considéré comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, serait autant de causes d'instabilité dans la région, sans oublier la convoitise des voisins, de nombreuses ressources naturelles que regorge la République démocratique du Congo. Quant à l'intérêt de la RDC dans la relance de la CPGL, nous pensons qu'une CPGL revitalisée viendrait renforcer les initiatives politiques et diplomatiques en cours pour mettre fin à l'instabilité politique et aux conflits frontaliers, recréer un climat de confiance entre les États membres et relancer la coopération. D'où une région des Grands Lacs élargie aux États politiquement, démocratiquement et économiquement plus ou moins stables, tels que la Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya et la Zambie par rapport à leur niveau de développement et de gouvernance, permettrait d'élaborer des politiques communes d'éradication des crises multiformes qui ont élu domicile dans la sous-région et particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo. Pour faire face à tous ces enjeux, la République démocratique du Congo est appelée à définir une politique étrangère de refondation de l'État, c'est-à-dire une politique étrangère qui lui permette de mettre fin aux guerres et aux rébellions, mais aussi anticiper d'autres conflits liés aux ressources naturelles. Une politique étrangère capable de convaincre les grandes puissances en établissant un équilibre d'intérêts entre le pays et les partenaires privilégiés des ennemis de la RDC. Cette politique étrangère doit, à son tour, s'appuyer sur une diplomatie d'anticipation et de responsabilité, c'est-à-dire une diplomatie susceptible de négocier l'exploitation des matières premières de base directement avec le multinational en retournant les alliés stratégiques des ennemis de la République démocratique du Congo. Pour bien mener notre recherche, nous avons recouru à la méthode géopolitique qui est souvent utilisée de manière simplificatrice dès qu'il s'agit de désigner des questions politiques, sociales, militaires, complexes, car la géopolitique est bien plus qu'une étude des relations internationales. Elle repose sur une méthodologie précise qui étudie les rivalités et les enjeux du pouvoir sur les territoires entre acteurs aux intérêts différents. Sa base est donc principalement géographique, tout en convoquant également d'autres domaines. Thierry Arsandi estime à ce propos que la géopolitique privilégie les rapports des forces et de ces faits, le conflit, surtout armé, lui est familier. Schématiquement, nous nous sommes rangés dans la réflexion de François Fual lorsqu'il affirme que toute posture géopolitique se ramène soit à la volonté de réaliser des ambitions, soit à une volonté de contrer une menace. Et dans tous les cas, il faut donc placer les actions diplomatiques, militaires et autres en les répartissant dans cette alternative d'ambition. Ici, il est donc question d'analyser la possibilité de la réconfiguration de la communauté économique des Grands Lacs, où les ambitions des uns et des autres étouffent le décollage de la République démocratique du Congo, par manque tout simplement d'une intelligence stratégique et peine à jouer son rôle qui lui revient devant sa situation géostratégique, et ce, malgré ses nombreuses ressources naturelles. Nous avons recouru à l'analyse documentaire qui nous a permis d'avoir une connaissance de base du contexte étudié et nous a permis d'exploiter les ouvrages, des revues, des rapports des experts des Nations Unies, des textes de loi
des publications scientifiques, bref, toutes sortes de documents écrits. Les entrevues nous ont également permis de mettre à jour l'impact des différents projets de la CEDG au sein des différentes populations du pays membres. Grâce à ces rencontres, nous avons pu confronter notre propre a priori et les entrevues avec des témoins privilégiés comme les commerçants, les douaniers, les notables, les marchands, les paysans, les hommes politiques dans la région nous ont conduits aux frontières entre Goma et Gisenyi et Bukavu et Bukavu et Tchangou, entre la RDC et le Rwanda, Gatumba, Kavivira, Rusizi, entre la RDC et le Burundi, Kasumbalesa et Kikuchi, entre la RDC et la Zambie, Aru, Arua et Vura Mahali, entre la RDC et l'Ouganda. Ils ont été des grands écouts pour vérifier, comprendre et analyser certaines situations de terrain. La présente étude est doublement délimitée du point spatial et se limite à l'Afrique centrale et de l'Est, et particulièrement à la région des Grands Lacs africains. Et du point de vue temporel, notre étude part du 6 avril 1994, date qui marque le début du génocide rwandais, jusqu'en 2022, année de la reprise des hostilités entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, avec la prise de la cité de Magala. S'agissant du cadre théorique, nous avons fait recours à certaines théories et approches explicatives de référence pour notre thèse. Il s'agit notamment de la théorie fonctionnaliste de l'intégration de David Mitrani et la théorie du néofonctionnalisme d'Ernest Haas. Pour Mitrani, la solution idéale pour préserver la paix serait d'intégrer tous les États dans une grande fédération, conscient toutefois de l'impossibilité de procéder à l'échec. Mitrani propose au monde une alternative fonctionnaliste qui consiste à recouvrir les divisions politiques d'un tissu d'activités et agences internationales dans lesquelles et grâce auxquelles les intérêts et existences de toutes les nations seraient progressivement intégrés. Pour l'auteur, le fonctionnalisme est une approche pragmatique où il n'est pas nécessaire de prévoir une institution centrale, dotée de prérogatives précises consignées dans une constitution. Cela ne signifie pas que cette institution n'apparaîtra pas, mais elle doit émerger d'une nécessité, car dit-on, la fonction engendre les organes, les problèmes à résoudre déterminent l'institution. Les adhésions de la RDC dans différentes communautés politiques et économiques, sans débat interne approprié, présentent un danger pour le pays qui adhère en réalité à des compromissions sous forme de conventions et traités régionaux ou sous-régionaux qui bloquent son industrialisation et clouent le pays au statut peu révisant de simple consommateur de produits des autres. Certes, la RDC n'a pas besoin de vivre en autarcie, mais elle doit refuser le statut de supermarché du monde, car le Congo est devenu un pays où on importe tout, jusqu'aux légumes, haricots, bétail, volailles, même le bois de chauffage. Cette théorie ne nous a pas aidé à produire une solution pragmatique et globale aux problèmes se posant dans la sous-région du Grand Lac. Ainsi donc, au regard de l'inapplicabilité de toutes ces théories pour le Grand Lac, nous avons donc recouru à la théorie réaliste offensive de John McShemmer, qui postule qu'étant donné qu'il est impossible de connaître les intentions de ses voisins ou de faire appel à une autorité supérieure, chaque État est appelé à garantir sa propre sécurité. Cela implique de mettre sur pied des forces de sécurité et de défense bien outillées. Plus les forces armées d'un État sont puissantes, plus cet État sera capable de dissuader
n'importe quel agresseur potentiel. Si l'on est capable de construire une armée suffisamment puissante, il devient donc nécessaire de chercher des alliés pour compléter sa faiblesse. Notre étude est divisée en 6 chapitres répartis comme suite. Le premier chapitre traite de la révisitation des concepts utilisés. Le deuxième chapitre sera consacré au regard diachronique ainsi qu'au paysage de l'intégration régionale en Afrique. Le troisième se focalisera sur la géopolitique des Grands Lacs, où il sera question de présenter brièvement les étapes de la région. Le quatrième chapitre se penchera sur la géopolitisation de la région des Grands Lacs, et ces chapitres mettraient un accent particulier sur les défis et les contraintes qui bloquent les décollages de la région en général et de la RDC en particulier. Le cinquième chapitre va traiter de la problématique de la stabilité, de l'instabilité, ainsi que du déficit hégémonique de la RDC. Le sixième, quant à lui, va étudier le type de diplomatie qu'il faut à la RDC face à la rivalité de leadership dans la région des Grands Lacs. Après analyse des différentes théories d'intégration, nous sommes arrivés au résultat selon lequel certains regroupements politico-économiques des différentes régions du continent africain, il nous revient de constater que les théories d'intégration régionale ont été formulées pour expliquer et guider les processus d'intégration entre les nations du région. Cependant, sa mise en œuvre dans ces dernières en Afrique du Grand Lac n'a pas réussi. L'inadaptation de ces théories d'intégration en Afrique, et particulièrement dans la région des Grands Lacs, peut être expliquée par une combinaison des facteurs historiques, politiques, économiques et sociaux spécifiques à la région. La quête régionale de paix et de stabilité. Dans la crise de la région des Grands Lacs, en République démocratique du Congo, aura en ceci deux parties. D'abord, l'incapacité de pays de la région de parvenir par la guerre à mettre en place un semblant d'ordre sécurité régionale ou de parvenir à un règlement général et global de la première guerre mondiale africaine au moyen d'une architecture régionale de sécurité et de stabilité engageant tous les intervenants externes. Les relations de voisinage entre les anciens belligérants n'ont pas reçu une cure de rafraîchissement et de restauration et s'est réunie autour des intentions de la guerre. En conclusion, les théoriciens militaires prussiens estimaient que, compte tenu des conditions modernes de la stratégie, il ne devait pas y avoir de séparation entre la politique et la guerre, que les grands soldats devraient comprendre les affaires étrangères et les grands diplomates à la suite l'action militaire. En effet, la nouvelle configuration de la région des Grands Lacs oblige la RDC à recourir à la rationalité stratégique, saisie à travers la consolidation de l'organisation de l'espace public national et l'anticipation de la circularité des événements. Dans ce contexte de maîtriser l'avenir, tous les secteurs de la vie nationale en RDC doivent renforcer leur capacité d'exercice pour devenir des structures performantes, destinées à la captation des énergies nouvelles, pouvant changer la configuration de la région pour son développement. L'effort à déployer consisterait à construire des frontières internationales qui doivent être perçues désormais comme des espaces de vie nationale, des segments réels de la puissance nationale, des lieux géographiques d'interaction de tout genre. Les frontières congolaises sont malheureusement restées des simples tracés impuissants et incapables d'articuler la nation congolaise aux autres nations. L'idée force ici est celle de l'émergence et de la durcification
des frontières nationales de la République démocratique du Congo dans l'objectif de mieux gérer les flux frontaliers. En effet, l'unique possibilité qui reste pour sécuriser les frontières de la République démocratique du Congo reste la construction des frontières forteresses, tous les autres mécanismes ayant lamentablement échoué. Un brillant exposé qui lui a valu les grades de docteur à thèse avec mention la plus grande distinction, ceci après évaluation et la délibération du jury à huis clos. Motif de son couronnement par le secrétaire général académique de l'UPEN qui lui a conféré le grade académique. conformément à la décision rectorale du 21 février 2024 a reçu ses candidats nommés pour la soutenance en privé de sa thèse intitulée Intégration régionale en Afrique. La politique étrangère congolaise à l'épreuve de la régiopolitisation de la région des Grands Lacs africains. À l'issue de la présentation par les candidats et les échanges avec les membres du jury, il a été décidé que le travail est reçu avec la mention la plus grande des distinctions. Nous
de grade des docteurs. Nous, professeurs ordinaires, Anastasie Massanga Maponda, rectrice de l'Université pédagogique nationale, telle que représentée par nous, professeur Roger Kassereka Manawabene, secrétaire général académique de l'Université pédagogique nationale. Vu le procès verbal du jury chargé de procéder aux examens de la dernière épreuve en vue de l'obtention du grade de docteur en relations internationales, orientation politique internationale de M. Kalumire Sialiwa José. Attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 85-012 du 29 mars 1985, telle que modifiée à ce jour, relative à la convention des grades académiques, ont été respectées, conférant au candidat précité le grade de docteur en relations internationales, orientation politique internationale. Ce candidat a la pleine jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi précitée. Au terme de cette cérémonie, l'heureux du jour a stipulé ce qui suit. Après avoir constaté pratiquement l'inadéquation, l'inadaptation de toutes les théories d'intégration à travers le continent africain, qu'il faut revoir les choses autrement. On pensait peut-être que la CEDEAO pouvait être un modèle d'intégration, mais avec les événements actuels dans la CEDEAO, tout le monde peut comprendre que ça n'a pas été le cas. Nous avons constaté effectivement que les frontières de la RDC sont tellement poreuses qu'elles ne peuvent pas apporter une stabilité aussi longtemps que les voisins de la RDC font de leur mieux pour nous garder dans cette situation d'instabilité. Les Rwandais, par exemple, qui continuent à conserver sa stabilisation par l'instabilisation de la République démocratique du Congo, ce qui n'est pas du tout correct. C'est ainsi que nous avons proposé pratiquement la construction de frontières barrières. Frontières barrières, c'est-à-dire pratiquement les murs. Ça peut être des murs, ça peut être de barbelés, mais que ce soit vraiment des barrières physiques, visibles, qui peuvent permettre à la République démocratique du Congo de filtrer toute entrée sur son territoire et toute sortie.